J'arrive près de la fin. L'association RAP, Résistance à l'agression publicitaire, a mis sur pied une journée internationale, une journée mondiale, internationale, de lutte contre la publicité, qui est le 25 mars. Pourquoi le 25 mars? La date a été choisie justement parce que c'est la date de la précédente relaxe des déboulonneurs. Donc il fallait bien choisir une date, nous avons choisi le 25 mars. Donc tous les 25 mars, et nous avons commencé le 25 mars de cette année, 2015, nous invitons tout le monde à commettre des actions anti-publicitaires, chacun selon sa marge de manœuvre, son tempérament. Il y a les timides, il y a les violents, les non-violents, il y a ceux qui se promènent le jour, ceux qui se promènent la nuit, ceux qui aiment, il y a les solitaires, il y a ceux qui n'agissent qu'en groupe, il y a ceux qui marchent à reculons. Enfin, faites ce que vous voulez, mais le 25 mars, faites quelque chose contre la publicité et faites-le savoir, notamment en informant l'association RAP de ce que vous aurez fait. Éventuellement, prenez, si c'est un acte visuel, prenez une photo et envoyez la photo à RAP, qui la mettra sur son site. Voilà, donc c'est juste un mot d'ordre, le 25 mars, journée mondiale de lutte contre la publicité. Voilà, j'ai pratiquement terminé. Je voudrais finir par, en forme de conte de fées, on pourrait dire, il était une fois une grande ville dans laquelle un grand nombre de chefs d'État et de gouvernement devaient venir se réunir pour discuter pendant quelques jours de l'avenir du climat, de la Terre. Et ô surprise, quand ils sont arrivés pour commencer leur discussion, depuis leur voiture ou leur taxi, ils ont vu que dans les rues de cette grande ville, tous les panneaux publicitaires avaient été barbouillés. On n'a jamais su par qui. Mais sur ces panneaux, il y avait écrit quelque chose, c'est que la publicité, c'est la première des pollutions. Probablement que les gens qui avaient écrit ça sur les panneaux pensaient, et d'ailleurs je leur donne raison, que la publicité, c'est une espèce de buée qui se met sur la vitre. Notre conscience est une fenêtre vitrée. La publicité est une buée qui se dépose sur la vitre et qui nous empêche de voir ce qu'il y a de l'autre côté. C'est pour ça que vous me direz, chacun voit midi à sa porte, je suis anti-publicitaire, je suis publiphobe, donc j'ai tendance à dire que le combat anti-publicitaire c'est le plus important. Et il n'empêche que je le crois. En tout cas, c'est pas le plus important, mais c'est le combat préalable. Aucun, et ça je ne suis pas seul à le penser, aucun combat social, écologique, environnemental, si vous voulez, a fortiori politique, ne peut vraiment entrer dans les esprits des masses quand ces masses sont assises devant le téléviseur, sont harcelées quotidiennement par les affiches des rues entre lesquelles elles passent, et donc sont aliénées par l'idéologie publicitaire et la propagande. Il est évident que tous les messages importants, d'intérêt général, les messages d'alerte lancés par les pouvoirs publics, comme c'était le cas dans cette ville où se réunissaient les chefs de gouvernement et d'État, dans une situation d'alerte climatique, les messages délivrés par les pouvoirs publics aux populations n'arrivent pas dans la zone du cerveau où ils devraient arriver. Pourquoi? Parce que s'interpose l'idéologie publicitaire, qui est une espèce de brouillage qui affole les neurones et qui nous brouille la vue et qui nous empêche de réagir comme nous devrions réagir si nous étions normalement constitués, si nous avions tout notre libre arbitre. Nous sommes bombardés d'informations tous les jours, vous le savez très bien, tout aussi catastrophiques les unes que les autres. Il y a une surcharge, certains appellent ça une surcharge cognitive, on peut appeler ça une surcharge informationnelle.
vous allumez la radio, la télévision, vous ouvrez votre journal, là, vous regardez la toile sur Internet, ça déborde de faits divers, de catastrophes. La plus grande catastrophe du siècle, 3 mois plus tard, est oubliée, remplacée par une autre. Donc il y a une sorte de défilé permanent, et ce bombardement médiatique mêlé à la sauce publicitaire, cette imbrication des informations et des messages publicitaires, fait que nous sommes complètement sonnés, perturbés, égarés, et que finalement, je dis ça dans les grandes lignes bien sûr, nous ne réagissons plus comme nous devrions aux messages les plus susceptibles de nous faire agir. Je pense à l'exemple de ce... Alors, de temps en temps, il y a... Mais ce ne sont pas des contre-exemples. Finalement, je pense au cas de ce petit garçon mort sur la plage, la face contre terre, qui a, paraît-il, indigné la terre entière, et qui a fait bouger les grands responsables, les partis et les populations, paraît-il. C'est ce que les médias nous ont chanté à ce moment-là. Mais c'était encore sous le coup de l'émotion médiatique. Et ce qui est de l'ordre de l'émotionnel, et pas du rationnel ou de la, comment dire, de la conscience. Quand vous voyez quelqu'un par terre dans la rue, votre mouvement spontané, c'est d'abord de la pitié, de la sympathie, et éventuellement vous lui portez secours. C'est un geste naturel. Mais quand le système d'information a la sauce publicitaire, mais la sauce, elle est imbriquée dans l'information, elle n'est pas sur le plat, elle pénètre le plat, porte à votre conscience les drames du monde, vous les subissez plutôt que vous les recevez au fond de votre conscience. Et c'est ça qui explique l'inertie générale, notre inertie, la mienne. Je vais faire comme les chrétiens, je vais battre ma coupe. J'ai été élevé chrétien, donc il m'en reste quelque chose. Quand j'apprends qu'une catastrophe a eu lieu, je m'indigne quelques secondes, quelques minutes, éventuellement je peux faire un don à une association. Mais voilà, ça reste là. L'engagement prolongé, suivi, est très rare. Et ça, la publicité est très responsable de l'ambiance générale dans laquelle nous vivons. Voilà, je crois que j'ai terminé. Une dernière information. Il y a à Paris actuellement une exposition des photos de David Sterboul. La plupart d'entre vous ne savent pas qui était David Sterboul. C'était un des fondateurs du collectif des déboulonneurs, qui est mort malheureusement en 2009, jeune, il avait à peine plus de 35 ans, et c'était un ardent militant, un ardent désobéissant, qui a barbouillé, qui s'est fait arrêter avec nous, et que nous aimions tous beaucoup. Je le considérais un peu comme mon fils spirituel. Il s'était tapé notamment la lecture complète du Publifort, c'est-à-dire 120 notices de médicaments à la suite, ce qui m'avait beaucoup touché, ce qui me semblait contre nature. Et il est mort. Il était photographe. Et David Sterboul était spécialisé en tant que photographe dans la désobéissance. Donc il a suivi, il a accompagné beaucoup de mouvements de désobéissance, les faucheurs, les déboulonneurs, mais d'autres aussi. Et il y a une exposition de ces photos actuellement à Paris, je vous le signale. Et dans le cadre de cette exposition, il y aura une rencontre le 18 novembre dans laquelle j'interviendrai sur le thème de la désobéissance civile. Donc s'il y a des gens qui passent par Paris le 18 novembre, vous pouvez venir à cette rencontre. Et si c'est en dehors du 18 novembre, vous pouvez aller voir cette exposition qui se trouve, je vous donnerai l'adresse pour ceux qui sont intéressés. Voilà. J'espère ne pas vous avoir trop ennuyé. J'espère qu'il reste du temps pour le débat, puisque c'est le débat le plus important. Merci. J'ai failli rien dire, mais il y en a vraiment qui m'a un peu inquiétée.
Bon, après, face aux multinationales, au capital, à l'argent, à cette mythologie, il faut faire preuve d'arguments forts et pénétrants. Et c'est vrai que c'est un argument qui marche très bien par rapport à la liberté d'expression, la liberté de non-réception. En fait, ce qui m'a frappé tout à l'heure, c'est que cette liberté de non-réception, elle pourrait être revendiquée, et elle est revendiquée, il me semble, par je pense que Famille de France, c'est le genre de choses, d'arguments qu'ils peuvent développer face aux choses qu'ils ont pas envie de voir montrer. Il y a tout ce problème du donner à voir qui est ce que défend la liberté d'expression. Donc comment éviter, ou est-ce que ça ne vous dérange pas, que ça puisse être utilisé, cet argument-là, par justement les mêmes fondamentalistes dont vous avez parlé à un moment, à savoir que si on veut grossir le trait, et voilà, pour le coup, certains n'ont peut-être pas cette note d'humour, mais le NICAP, par exemple, c'est un très bon outil pour respecter la liberté de non-réception par l'homme du corps de la femme, par exemple. Enfin, la liberté de non-réception, ça me semble, c'est un super argument, mais il est vachement dangereux quand même. En lui-même, il contient quelque chose qui est vachement... Il y a un effet à double tranchant, quand même. Parce que, voilà... Il y a de toute façon la censure, vous craignez la censure morale. Exactement. Bah, et si par exemple, si on voulait, on pourrait prendre Larry Flint, qui avait eu un film très bien sur la liberté d'expression aux États-Unis. On voit Larry Flint qui, du coup, pornographe, se fait chantre de la lutte contre les armes, parce qu'il souligne, à ce moment-là, pour faire passer son magazine, il souligne que ceux qui vendent des armes, eux, ils peuvent faire comme ils veulent, ils ont les portes ouvertes, ils communiquent comme ils veulent, mais Hustler, qui fait que vendre du corps, finalement, ce qui est peut-être moins dangereux, bref, c'est un autre débat, bon, il y a ce film-là qui montre bien il y a ce problème du double tranchant. Que j'imagine les publicitaires d'ailleurs se feraient un plaisir d'utiliser la liberté d'expression pour dire qu'ils sont dans la liberté d'expression, évidemment. Donc j'aimerais savoir comment vous percevez ce danger qu'il peut y avoir justement dans la liberté, l'argument de liberté de non-réception. La liberté de non-réception, ce n'est pas une atteinte, ce n'est pas une atteinte au droit à la réception. Le droit à la réception reste dans notre utopie, dans notre revendication. Nous n'interdisons à personne d'aller consommer les messages de son choix. Ça, c'est le droit de la réception. Donc la liberté de réception ne détruit pas le droit à la réception. Donc votre réaction, à mon avis, n'est pas exacte. Je ne dis pas que ça détruit le droit à la réception. Ce que je dis, c'est que si on commence à légiférer, enfin, comment légiférer là-dessus, comment, sans risquer d'atteindre la liberté d'expression. Là, pour le coup, je pense à Charlie Hebdo, par exemple, où c'est un exemple, mais les satires, il y a des choses que... L'exemple de Charlie Hebdo est très très délicat. C'est un problème très délicat. C'est pour ça que j'ai failli pas très délicat. Très délicat. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de Charlie Hebdo. Bon, il est de bon ton de parler de Charlie Hebdo. Moi, j'ai pleuré le jour où ils se sont fait descendre. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que les gens qui les ont abattus, c'était des SS. C'est exactement des SS. Pour moi, c'est pareil. Et les deux frères, c'était des SS. C'est des gens qui sont venus là. Les SS des temps modernes. On les a enfin trouvés. Le problème de Charlie et de la liberté d'expression et de provocation, c'est un vaste débat qui me passionne personnellement, mais ça pourrait nous porter trop loin, nous mener trop loin. J'ai pas envie d'en parler maintenant. Je pourrais, je suis prêt à en parler, mais ça nous mènerait trop loin et peut-être hors sujet. Mais c'est sûr que autour du 11 janvier, enfin du 7 janvier,
j'ai entendu les uns et les autres, j'ai entendu des gens qui disaient « je ne suis pas Charlie », le propre... enfin, quelqu'un qui joue un rôle important dans une association qui m'est chère. Je l'ai croisé dans la rue et il m'a dit « je ne suis pas Charlie ». Et je l'ai tout à fait compris. Puis les gens qui disaient « je suis Charlie », je les comprenais aussi. Donc c'est très complexe. C'est très complexe. Et enfin, là, je sais pas, je ne voudrais pas parler de mes convictions personnelles, parce que je suis à une tribune, mais je ne voudrais pas en abuser. Et mes idées ne valent pas plus que les vôtres. De manière concrète, parce que toi, par rapport à la liberté de non-réception, tu as évoqué tout à l'heure le fait que pour les déboulonneurs, ça impliquait que ce qu'on souhaitait vraiment, c'est que les gens aient la possibilité de voir le message, l'information, mais qu'elle ne soit pas imposée par la grandeur notamment de l'affichage, mais qu'on ait la nécessité d'aller vers le message. Ça ne veut pas dire censurer le message, ce principe de liberté de non-réception. Ça veut dire aller vers le message. C'est ça la nuance. Parce qu'il y aura toujours des panneaux publicitaires de 50 x 70, quoi. Donc il n'y a pas plus de publicité, quoi. Il y aura de la publicité, mais c'est juste de la publicité où on a la possibilité soit de se diriger vers elle, effectivement, et donc là d'user de ce droit de réception. Et si on ne peut pas se diriger vers elle et passer à côté, on a le droit aussi de ne pas la subir. C'est pas une... tout simplement, quoi. C'est pas une loi. Oui. Alors, attendez. Juste technique, juste vite fait, sur les abris de bus, c'est combien la dimension? 2 mètres 2 carrés. mètres carrés. Sachant qu'il y a souvent 4 affiches, donc ça fait... Oui, sur les côtés, quoi. Oui, voilà. Il y en a 4 ou 5. Justement, que le sujet, qu'il y avait égalité entre les idées de gens ici et de toi. Mais justement, dans la publicité, quelques personnes imposent un message aux millions d'autres avec des moyens disproportionnés. C'est ça aussi. Tu parlais de l'argent, c'est l'argent qui varie. Oui. Oui. C'est le plus C'est ce riche. qu'avait dit Pascal sur quelques groupes. C'est derrière une affiche, il faut voir un billet d'argent. C'est de l'argent. Juste un petit témoignage qui va dans ce sens-là. Je fais partie des effrontés, je fais pas partie, je suis sympathisante des effrontés, une association féministe qui lutte contre les discriminations féminines. Nationale? C'est une association nationale? Oui, je sais, enfin, elles sont à Paris, puis dans d'autres villes, dans quelques villes, c'est assez récent. Et il se trouve qu'on a vu fleurir, qu'elles ont vu fleurir il n'y a pas longtemps à Paris, des panneaux publicitaires intersexistes, c'est tout récent. Et c'est sur le palais omnisport de Bercy, qui s'appelle, qui est une dénomination Accord Hôtel Arena, et qui ont vraiment une publicité très sexiste, très voilà, dans les couloirs de métro, et puis en long, en large, de sa part du palais omnisport. Et donc, bon, ils ont fait un communiqué de presse, etc. Et juste pour ça, c'est ce que je voulais dire, c'est que ça rejoignait ce qu'on disait sur le référendum. Alors, il y a peut-être des gens qui sont d'accord avec le message, avec le contenu, c'est sûr, mais pour nous, c'est sûr qu'on est contre. Et il n'y a pas eu de référendum là-dessus, il n'y a pas eu de possibilité de choisir. Donc on nous impose ça, voilà, on subit ça, et par rapport à quel poids on a là-dessus. Alors en même temps, le ministère est en train de faire une lutte contre les violences sexistes dans le métro, et en même temps on voit fleurir des panneaux vraiment à caractère vraiment sexiste. Ce sont des appels au viol. C'est très contradictoire. Ça, c'est la schizophrénie des pouvoirs publics. C'est comme la même chose pour le tabac, l'alcool et la vitesse au volant. Et on ne peut pas y échapper. Donc, le message qui est transmis, c'est délicat, quoi. Il faut moins se poser la question, est-ce qu'on est d'accord, est-ce qu'on n'est pas d'accord, qui prend le pouvoir, qui prend la décision pour nous? Est-ce que c'est normal? C'est normal, est-ce que c'est un message